Bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Bonjour, Pierre. bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, docteur Euh, Fall. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Disais-je que Mhm. vous êtes l'expert en matière de management, et surtout quand il faut comprendre et appliquer la sociologie des organisations. Docteur Fall, avec plus de 18 ans d'expérience, bien que vous en avez plus modestement dans la formation, la recherche et le conseil, vous êtes une référence pour avoir publié des revues scientifiques sur la gouvernance locale et la RSE. Et ce qui est intéressant avec vous, pour ceux qui vous connaissent, pour ceux qui vous approchent, vous avez toujours cette science de mettre en lumière les talents des collaborateurs et de faciliter la montée des compétences. Docteur, nous sommes à votre écoute parce que vous nous l'avez appris à être à l'écoute de nos clients à l'interne, qui sont nos collaborateurs, et surtout de favoriser la mise en place des formations, du renforcement des capacités opérationnelles qui répondent aux réalités de ce monde qui bouge sans cesse. Bonsoir, docteur, c'est à vous. Merci beaucoup, docteur Pierre, pour cette invitation. Et je commençais déjà par présenter les excuses hein, par rapport donc à ce contretemps lié donc à... Accepté. Voilà, ça va? Très Oui, bien. Voilà, donc je dois vous dire hein, que vous avez tellement bien fait l'introduction que je me suis dit à un moment donné, mais j'allais laisser le docteur Pierre parce que je sais qu'il a les armes nécessaires aussi pour pouvoir nous parler un je peu de n'ose pas. de cette problématique ô combien importante du management de manière générale et surtout de l'approche psychosociologique des organisations. Et docteur Pierre, je signale que j'ai en face de moi, parce que je suis en salle de cours en même temps, hein, euh, il y a mes Ah, étudiants c'est qui sont là, merveilleux. qui sont là, qui sont au nombre de presque, on va dire, entre 30 et 40, hein, qui suivent en même temps ce webinaire avec nous, parce que j'avais un cours sur le management stratégique hein, avec eux. Vous savez, tout ce qui permet à une entreprise en tant qu'entité économique de pouvoir créer de la valeur, surtout lorsque cette entreprise se trouve dans un environnement qui est très concurrentiel, où elle doit se battre pour avoir un retour sur investissement. Alors, donc, on était en train de travailler sur ça. Et donc, pour le coup, déjà, je remercie ITTE pour cette belle initiative et donc d'organiser un webinaire au profit donc de managers ou de professionnels qui ont en charge des équipes avec qui ils évoluent dans le cadre donc, de leur organisation. Je pense qu'ITTE a aujourd'hui l'expérience pour le faire, non seulement sur cette problématique, mais également sur d'autres problématiques, sur l'accompagnement, vous l'avez dit tout de suite. Et ITT aujourd'hui fait partie des cabinets aujourd'hui de référence au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Je pense que on ne les remerciera jamais assez pour donc ce qu'ils font en général et ces accompagnements-là. Alors, je pense que la thématique qui est devant nous aujourd'hui mérite réflexion. C'est l'approche psychologique du management des ressources humaines de manière générale et ou du management des équipes. Je parlerai un peu de leadership après. Je ne vais pas trop parler en termes de présentation parce que je vais laisser après les uns et les autres poser des questions et parler un peu de leurs préoccupations et ça nous permettra de pouvoir rebondir. Mais les objectifs qu'on s'est fixés, je pense que c'est d'essayer de comprendre les fondements psychologiques du comportement au travail. Et lorsque vous êtes manager, en même temps sociologue, souvent vous vous intéressez au comportement de l'homme au travail. Et aujourd'hui, il y a, on va dire, un domaine assez particulier qui est aujourd'hui emprunté à la sociologie, pour ne pas dire à tous ceux qui s'intéressent à l'organisation de manière générale, qu'on appelle la psychosociologie des organisations, qui traite des problèmes de comportement en organisation, ce qu'on appelle le comportement organisationnel, qui part bien sûr de l'analyse de la personnalité de l'individu, tout ce qui est considéré bien sûr comme étant spécifique à l'homme, ces déterminants purement psychologiques, bien sûr, qui viennent
non seulement de l'héritage biologique, mais de l'expérience du vécu de l'individu, mais qui permettent de comprendre et d'expliquer son comportement. Lorsqu'on manage des ressources humaines, souvent on l'appelle le capital humain, la première chose qu'on apprend, c'est que les ressources humaines ne sont pas comme les autres ressources parce qu'ils sont dotés de conscience, de personnalité. Donc, ils peuvent agir d'une certaine manière, ils peuvent impacter un peu sur l'environnement, mais aussi l'environnement peut les impacter. Donc, ils sont dotés de conscience, de personnalité. Apprendre à les étudier, avoir une démarche, un recul en tout cas, c'est permettre effectivement d'arriver à étudier donc les attributs déjà de ces personnalités en tant que telles. Donc, l'autre objectif qu'on s'était fixé, c'est comment adapter le management au profil psychologique des collaborateurs. Alors, je fais partie d'une école où on met plus en avant ce que j'appelle le management situationnel en fonction des contextes et des situations. Quel est le style de management le plus approprié? Alors, ça passe après par la communication, par les interactions interpersonnelles, ça passe par la gestion de l'intelligence émotionnelle qui fait partie un peu de savoir gérer ses émotions, mais aussi les émotions de ses collaborateurs, hein, pour pouvoir leur permettre effectivement d'être très motivés et engagés dans le cadre du travail, parce que c'est ce qu'on recherche encore une fois. Ensuite, apprendre à prévenir les risques psychosociaux et surtout favoriser le bien-être dans le milieu du travail. Surtout que nous vivons, on aura l'occasion d'y revenir, nous vivons dans un monde aujourd'hui qu'on appelle un monde VICA. V-I-C-A. On aura l'occasion d'y revenir. Hein? Et un contexte qui est fait de beaucoup de crises, crise économique, crise identitaire, crise des valeurs, qui fait qu'effectivement, l'individu n'est pas à l'abri de certains problèmes ou des risques psychosociaux. Je peux dire par exemple le stress. Ce qui fait que le manager doit être outillé aujourd'hui à pouvoir accompagner ses collaborateurs pour leur permettre tout simplement d'être à l'aise dans le cadre de leur milieu de travail. Ensuite, comment aussi motiver durablement, hein, les ressources humaines qui sont en face de nous. Hein. Et c'est tellement important aujourd'hui qu'on a l'habitude de dire aujourd'hui que la différence fondamentale entre une organisation performante et une organisation non performante réside en la qualité des ressources humaines, à leur degré de motivation et surtout à leur engagement. Et on parlera de tout ce qui est discipline, de tout ce qui est aspect qu'on peut retrouver chez l'individu et qui peut faire de lui un collaborateur excellent. Donc, c'est extrêmement important de prendre en compte ces aspects et surtout de comprendre les leviers, on va l'appeler comme ça, les leviers psychologiques sur lesquels on peut s'appuyer pour permettre en tout cas de développer, en tout cas de mettre en place un système de management, un système de motivation qui est adéquat, qui n'est pas seulement lié à la motivation purement, on va dire, et c'est vrai que c'est intéressant, à la motivation financière, mais c'est une motivation en termes, on va dire, psychologiques, qui favorise le bien-être, hein, et qui pousse l'individu, qui bien sûr est dans une société aujourd'hui extrêmement complexe, hein, à pouvoir vivre tranquillement en entreprise. On passe souvent plus de temps, les professionnels, je parle à des professionnels aussi, hein, plus de temps souvent en entreprise que chez nous. Hein. Si l'environnement de travail n'est pas attractif, évidemment, l'individu peut, en tout cas, peut avoir des difficultés qui lui permettent tout simplement de pouvoir se donner au maximum. Donc, la motivation peut être d'ordre financier, tout à fait, mais aussi d'ordre purement psychologique. Alors, ça passe par la création d'un environnement qui est attractif, d'un environnement qui favorise. Alors, nous travaillons très souvent avec d'autres collègues, hein, dans le cadre justement de cabinets ou dans le cadre des laboratoires que nous avons, sur ces aspects qui permettent en tout cas de mieux connaître l'homme au travail afin de mieux appréhender en tout cas ses difficultés et de pouvoir en tout cas accompagner davantage les managers. C'est pourquoi je disais encore une fois, bravo à ITT de pouvoir d'avoir pensé un peu à ce webinaire, hein, qui parle un peu de l'approche psychologique. Alors, ça, c'est sur les objectifs. Alors, on va articuler la réflexion autour de 3 points. Je crois que c'est important. Le premier point, c'est que on va aller sur les approches conceptuelles. Quand on dit management des ressources humaines, de quoi s'agit-il dans une entreprise ou bien une organisation tout simplement? Évidemment, je le disais tout à l'heure aux étudiants, je disais que toute organisation a un cadre de référence.
Et le cadre de référence de l'organisation, c'est sa vision, sa mission, ses valeurs fortes qui sont partagées. Après, bon, on peut avoir différentes ressources, des ressources matérielles, humaines, financières, des ressources immatérielles, hein. Mais évidemment, on s'intéresse essentiellement aujourd'hui aux ressources humaines, mais que veut dire management des ressources humaines? Quels sont les domaines et quelles sont les grandes missions aujourd'hui et les rôles que le manager des ressources humaines doit jouer? Je crois que l'angle d'attaque peut être à ce niveau et après on verra un peu sur le deuxième point comment l'évolution dans le temps du management des ressources humaines a tout le temps été une évolution constante et en adaptation par rapport au contexte. Parce que le contexte d'émergence de la gestion des ressources humaines de manière générale est extrêmement important. Ça nous permettra après aujourd'hui, pourquoi dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, on parle d'approche psychosociologique. Quel est le contexte dans lequel nous sommes? Hein, c'est pourquoi on parlera de management des ressources humaines, évolution et adaptation continuelle. Hein, ça, je crois que c'est important. Et enfin, sur le chapitre numéro 3, sur les deux premiers chapitres, je vais aller très vite et après, on va parler plus du chapitre numéro 3. Pourquoi réellement une approche psychologique du management des ressources humaines aujourd'hui? Je crois que ces trois points vont nous permettre de faire le tour de la question et moi, je vais essayer de faire vite pour permettre justement à tout un chacun de pouvoir poser des questions sur ces différents points. Hein? Tout à l'heure, je le rappelais, hein, la différence fondamentale. Et c'est ce que nous apprend le management des ressources humaines dans l'évolution. Hein. La différence fondamentale entre une organisation performante et une organisation non performante réside en la qualité des ressources humaines, à leur degré de motivation, à leur engagement. Parce que quelles que soient les ressources que vous avez autres, financières ou matérielles, si vous n'avez pas les compétences qu'il faut pour pouvoir utiliser convenablement, de façon efficace, efficiente, ces ressources, évidemment, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. D'ailleurs, même quelle que soit la stratégie que vous avez définie, si les ressources humaines ne sont pas engagées, motivées et n'évoluent pas dans un environnement de travail qui est attractif, évidemment, vous risquez de ne pas être performant. C'est pourquoi, effectivement, les ressources humaines, on va dire que c'est les ressources les plus importantes d'une organisation. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avec le temps, on l'appelle ressources. Parce qu'avant, c'était pas le concept qu'on utilisait, c'était vraiment pas le concept de ressources, on parlait plutôt de personnel. Mais au fur et à mesure, on commence à parler de ressources, parce que c'est une ressource au même titre que les autres ressources sur laquelle il faut évidemment investir. D'ailleurs, même aujourd'hui, on parle de plus en plus de capital humain. De capital humain. C'est ce capital, effectivement, sur laquelle il faut investir. Deux grandes questions auxquelles on va essayer de répondre. Qu'est-ce que c'est que le management des ressources humaines dans un premier temps, qui s'occupe donc du capital humain, et quelles sont ses missions principales? Hein? Trois définitions vont s'offrir devant nous, hein? Vont s'offrir à nous. Premièrement, on sait que le management des ressources humaines, on va dire, s'occupe de tout ce qui est lié à la gestion du personnel au sein de l'organisation, qui passe du recrutement euh, à la formation, à la conservation, la motivation, l'administration. Tout ce qui tourne autour de ces questions-là est géré justement par la fonction RH. C'est pourquoi on dit que c'est l'ensemble des services qui sont spécialisés, mais qui sont chargés également de gérer le personnel d'une entreprise ou bien d'une organisation. Deuxièmement, c'est l'ensemble des structures et des moyens aussi qui sont mis en œuvre par l'organisation pour traiter et maîtriser les problèmes humains, mais également les problèmes sociaux à différents niveaux de responsabilité. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la question de la gestion de l'homme au travail. Donc, le management des ressources humaines s'occupe de ces questions. Et troisième approche, hein, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment, ça nous permet de montrer l'importance du concept de management qui est appliqué à la gestion de ces ressources. C'est la planification, l'organisation, la direction, le contrôle, l'acquisition, la conservation, le développement des ressources humaines, hein, dans le but
de réaliser à la fois les aspirations des individus qui sont au sein de l'entreprise, mais également les objectifs de l'organisation. C'est un défi. Hein? Comment permettre de satisfaire et d'atteindre les objectifs de l'organisation, mais également de permettre aux individus de se réaliser au sein de l'entreprise. Ce qui fait qu'en conséquence, et vous le voyez, hein, il y a deux types de tâches, hein, qui sont aujourd'hui allouées aux managers des ressources humaines. Première tâche, ce qu'on appelle les tâches managériales. Quelqu'un tout à l'heure me soufflait le PODC. C'est la planification à long terme dans la gestion du capital humain. Mais c'est leur organisation également. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, savoir avoir la bonne ressource au niveau ou bien au poste qu'il faut. Je pense que c'est extrêmement important. Mais également, c'est comment aussi les diriger, hein, les amener à la réalisation de plans d'action en passant par la motivation, c'est-à-dire la prise en compte de l'ensemble de leurs besoins, désirs et aspirations qui peuvent être aussi des aspirations purement psychologiques pour leur permettre effectivement de pouvoir évoluer dans le cadre du travail. Mais désirs, aspirations nécessaires, mais qui ne sont pas en contradiction avec les objectifs de l'organisation. Et enfin, l'autre tâche, c'est un peu la tâche un peu liée à l'élément de contrôle et d'évaluation. Donc, vous voyez, tous ces éléments, toutes ces fonctions, effectivement, doivent être aujourd'hui compris dans le cadre du management des ressources humaines. Mais quand même, il a fallu un temps avant que, bien sûr, qu'on reconnaisse un peu ces tâches purement managériales qui sont liées donc à la gestion des ressources humaines. Ensuite, il y a quelques tâches opérationnelles, c'est-à-dire comment acquérir les ressources humaines. Aujourd'hui, on parle de recrutement parce qu'il faut aller chercher le personnel, les ressources nécessaires pour pouvoir développer et atteindre nos objectifs stratégiques. Ensuite, il faut chercher à les conserver et aussi à les développer. Les conserver, c'est-à-dire les fidéliser au sein de l'entreprise, mais également à les développer, c'est-à-dire en leur permettant effectivement d'acquérir également d'autres compétences. Donc, vous voyez, au niveau de l'approche conceptuelle, ça nous permet de savoir au moins que les ressources humaines, quand on dit management des ressources humaines, ça tourne autour de tout ce qui concerne la gestion du personnel au sein de l'entreprise. Hein, permettre effectivement au personnel d'être à l'aise au sein de l'organisation, de pouvoir atteindre également leurs objectifs. En termes de mission, hein, et je crois que c'est important, c'est des missions liées non seulement à se poser une question déjà, comment acquérir les ressources humaines, c'est une mission principale, parce que pour prétendre gérer n'importe quelle ressource, il faut l'acquérir. Les ressources humaines n'échappent pas à cette règle. Quelles sont les étapes qui nous permettent d'aller chercher le personnel qu'il faut pour pouvoir développer notre activité. Ensuite, il faut le conserver et il faut le développer. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est des éléments qui sont spécifiques et qui nous permettent de savoir effectivement que les ressources humaines, hein, bref, de façon résumée, hein, s'intéressent essentiellement au potentiel humain que nous avons au sein de l'organisation. Alors, sur le deuxième point, je pense que tout à l'heure, j'ai parlé de management des ressources humaines, évolution et adaptation. Et après, ça nous permettra de savoir pourquoi aujourd'hui, on parle d'approche psychologique en matière de management des organisations. Pourquoi l'approche n'est pas que en termes d'approche où les ressources humaines constituent un outil qu'il faut utiliser tout simplement à un certain moment. Non, c'est des ressources qui, effectivement, qu'on doit gérer d'une certaine manière parce qu'effectivement, on a besoin un peu qu'ils soient à l'aise dans le cadre de l'exécution de leurs activités. Alors, quand je dis évolution et adaptation, c'est que l'histoire du management des ressources humaines en tant que telle nous montre une évolution non seulement constante, mais également une adaptation progressive dans ces pratiques. Il y a trois grandes périodes dans cette histoire-là. La première grande période se situe juste après la révolution industrielle, donc de 1850 à 1950. Durant cette période, d'ailleurs, on l'appelait la naissance de la fonction RH, parce que c'était la naissance des premières grandes entreprises qui étaient gérées par des patrons familiaux. C'est l'étape, c'est la période des grands classiques comme Taylor, Weber, comme l'école des relations humaines, d'abord l'école classique, l'école des relations humaines, où on parlait essentiellement de naissance. Et durant cette période, on ne faisait que de l'administration du personnel, pas de la gestion des ressources humaines. Donc, il a fallu attendre la deuxième grande période, qui se situe de 1850 à 1970, avec l'évolution de l'environnement, pour commencer un peu à parler un peu de gestion des relations sociales. Donc, de l'administration du personnel, on a commencé à gérer les relations sociales parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans le contexte. Maintenant, à partir de 1970 jusqu'à nos jours, la fonction RH va être élevée
comme étant une fonction qui est reconnue dans le cadre du fonctionnement des organisations. D'ailleurs, même c'est durant cette période, certains disent 1960 jusqu'à 1970, avec les crises, différentes crises qui sont déroulées, qui ont permis effectivement de montrer que les ressources humaines constituent une ressource à part entière qui mérite effectivement qu'on régisse en fonction principale au sein de l'organisation. Donc ça, je crois que c'est important. On va retenir ces trois périodes. Première période, naissance. Deuxième période, euh, euh, on va l'appeler évolution. Et troisième période, reconnaissance, jusqu'à nos jours. Et durant cette période que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui, mais qui s'est davantage accélérée et qui a été complètement changée aujourd'hui, ce qu'on demande aux managers des ressources humaines, c'est adapter les ressources humaines aux nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, on parle d'IA, d'intelligence artificielle, comment adapter. Hein? Comment adapter les ressources humaines à la mondialisation de l'économie. Donc, on va développer certains types de courants, comme ce qu'on appelle les courants multiculturels. Hein? Comment prendre en compte le vieillissement progressif de la population active. Hein? Comment prendre en compte les attentes en termes de valeur. Ce qui fait que la gestion des ressources humaines ou le management des ressources humaines va chercher un peu à mobiliser les ressources humaines d'une autre manière. Hein? Comment effectivement leur permettre effectivement de pouvoir jouer un rôle fondamental aujourd'hui dans le cadre, dans le contexte dans lequel nous vivons. Hein? Maintenant, on en arrive un peu à, au troisième point, hein? C'est-à-dire pourquoi une approche, excusez-moi, pourquoi une approche purement psychologique en management des ressources humaines. Je pense que c'est ce qui suit un peu l'actualité et c'est là où un peu l'approche sociologique elle est importante. Comment comprendre le contexte et à partir du contexte, vous voyez qu'on est passé de l'administration du personnel à la gestion des relations sociales et après on parle de reconnaissance de la fonction et aujourd'hui on parle de plus en plus de capital humain et surtout de l'approche purement psychologique. Et c'est là où la rencontre entre la sociologie comme science, la psychologie qui s'intéresse aux problèmes liés au comportement individuel joue un rôle extrêmement important. Comment, à partir de la connaissance du contexte, on arrive aujourd'hui à mettre en place, on va dire, euh, une, un management beaucoup plus adapté au contexte dans lequel nous sommes. Alors, on sait qu'il y a plusieurs crises qui se sont succédées. Premièrement, on va parler de crise financière. Tout le monde se rappelle de la crise de 2008 hein, et ses conséquences. Crise des valeurs, on en avait parlé. Hein, crise identitaire. Et récemment encore, on a parlé de crise sanitaire. En 2019, on parlait de COVID-19. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de crise de sens. Quel sens donner à notre société? Et je vais citer, on va dire, un auteur qui est un sociologue polonais, bon, anglo-polonais, on va le dire comme ça, qui s'appelle Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Alors, Zygmunt, Z-Y-G-M-U-N-T, Bauman, hein, qui parle aujourd'hui, qui nous dit que le monde actuel est devenu un monde ou bien une société qui est liquide. Alors, il utilise un peu la métaphore de la physique. Quand il dit liquide, c'est tout est devenu très éphémère, même les relations sociales, même les contrats, on va dire dans nos entreprises, sont devenus des contrats à durée déterminée. C'est très difficile que personne reste lié à une entreprise pendant plusieurs années. Hein. Même les modes de consommation, et quelque part même, il dit que l'amour même est devenu, entre guillemets, l'amour liquide. On se connaît rapidement, très souvent dans nos réseaux sociaux, et après, très rapidement, les relations passent. Alors, quand on est dans une société comme ça, quel est le type de comportement qu'il faut avoir dans le cadre de nos entreprises? C'est extrêmement important. Ensuite, on vit une société qui est devenue
et un monde qui est devenu VICA. VICA, ça veut dire le V, c'est volatile, tout est devenu très éphémère. Le I, c'est incertain. Hein? Euh, euh, le C, c'est complexe, une société qui est devenue complexe. Et le A, qui est devenu ambigu, le monde VICA. Tout à Hein? fait. Ça va sortir sur le deuxième, l'autre support. Ici, ça ne sort Ouais. pas bien, mais il y a un deuxième support là. Malheureusement, ce n'est pas ça que j'ai projeté. Attendez, ce qu'on va faire, VICA, hein? Comme ça, tout le monde aura la bonne appellation. Alors, vous le VICA. VICA, VICA. Oui, oui, oui. Alors, Volatilité, l'origine, c'est incertitude, oui. incertitude et ambiguïté de nos sociétés. Complexité et ambiguïté. C'est ça, docteur. Et ambiguïté, exactement. VICA. C'est bon? Oui, docteur, c'est bon. Très bien. Volatilité, ambiguïté et incertitude. Alors, je suis en train de... Donnez-moi juste une petite minute. Ça, il me semble que je n'ai pas le bon support ici. Par rapport à ce que j'avais envoyé, je veux partager ça. Bon, bref, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, comme ça, on aura le bon support. Voilà. Donc, après, vous aurez le bon support, hein. Voilà. Donc, VICA, volatile, incertain, ambigu et complexe. Complexe et ambigu. Hein? Complexe et Et ambigu, ambigu, voilà, voilà. docteur. De manière originelle, en fait, c'est un vocabulaire qui a été produit par les militaires américains au lendemain de la guerre froide. Hein? Quand ils parlaient un peu du monde actuel qui est devenu un monde qui est VUCA, et ils utilisaient VUCA hein, et non pas VICA, parce que d'anglais, hein, c'est l'appellation en anglais, mais VICA veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Et ça, elle s'applique au monde de l'entreprise aujourd'hui. Et c'est pour montrer, c'est pour souligner les changements extrêmement rapides, imprévisibles qui existent aujourd'hui dans nos entreprises. Ça montre aujourd'hui que dans le contexte de l'entreprise, il y a un manque de clarté. Et ça, je crois que c'est des choses qui sont extrêmement importantes qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, la grande question, c'est comment s'adapter à ce monde VICA. Et aujourd'hui, il est essentiel pour le manager des ressources humaines de développer premièrement, puisque tout est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu, de développer premièrement l'agilité dans le management des ressources humaines. Deuxièmement, la résilience. Et troisièmement, l'innovation en matière de management des ressources humaines. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et ça rejoint un peu ce que Zygmunt Bauman disait, hein, parce que Zygmunt Bauman disait que plus rien aujourd'hui n'est devenu durable. C'est une société où même les contrats de travail, hein, tout est devenu un peu très éphémère et évolutif. C'est pourquoi il faut développer ce qu'on appelle l'ouverture, la capacité d'adaptation et la gestion des équilibres. Équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Parce que souvent, cet équilibre-là, si on n'arrive pas à le trouver, ça pose essentiellement énormément de problèmes. Quelqu'un qui laisse des problèmes sociaux à la maison, qui vient en entreprise et qui traîne les pieds, le manager doit savoir prendre le recul nécessaire et savoir utiliser son intelligence émotionnelle. Non seulement savoir gérer ses émotions, mais également les émotions du personnel. Quelqu'un qui laisse à la maison un enfant qui est très malade, ou bien une femme qui est très malade, qui arrive en entreprise,
Comment aujourd'hui l'accueillir? Comment l'orienter? Donc, vous voyez la dimension psychologique. On ne demande pas au manager tout simplement de prendre en compte l'aspect financier, mais de prendre en compte l'humain. Parce que nous vivons dans un monde qui est devenu un monde qui est VICA. Hein? Comment gérer les... et comment se réinventer sans cesse. Alors, ces deux références, le monde VICA et la société liquide, caractérisent nos contextes. Donc, on est bien loin de la révolution industrielle, où il fallait aujourd'hui, coûte que coûte pour les entreprises, satisfaire la demande par une production de masse et accélérer la cadence dans les entreprises. Donc, vous voyez, chez Taylor, on n'avait que ça. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, division verticale, horizontale, conception, exécution. Donc, il n'y avait pas la dimension humaine qui était mise en avant. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant, c'est cette dimension purement psychosociologique, parce que le monde est devenu très complexe. Voyez ce qui s'est passé durant la COVID, où effectivement, on s'est réinventé. On a mis en avant ce qu'on appelle le télétravail. Bon, après, maintenant, il faut savoir gérer ces contextes, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi peut-être de quelques errements purement psychologiques. Il faut se réinventer, il faut prendre en compte cette dimension. Alors, cette approche psychologique ou bien psychosociologique va se développer comment? Premièrement, le manager des ressources humaines aujourd'hui doit être un conseiller qui donne des orientations sur le plan social, sur le plan humain, effectivement sur le plan aussi professionnel. Il doit être un arbitre, je crois que c'est important, un médiateur pour pouvoir gérer les conflits entre dimension professionnelle et dimension sociale. Je crois que c'est important. C'est quelqu'un aussi qui doit en permanence développer sa capacité à pouvoir négocier avec le personnel pour leur permettre justement de se donner au maximum. C'est quelqu'un aussi qui doit avoir des orientations de pédagogue, quelqu'un qui effectivement a le sens de l'écoute et de l'orientation. Je crois que c'est important aussi. Hein? C'est pourquoi, dans cette approche purement psychologique, les axes de sa mission vont complètement un peu changer. Il va savoir anticiper des ressources humaines, avoir les ressources humaines qu'il faut, quand il faut et où il faut, mais aussi savoir les accompagner, savoir faire des choix, recruter juste en fonction du profil. Mais le profil ne doit pas être un profil purement technique seulement, mais également un profil psychologique. C'est ça qu'on appelle l'approche purement psychologique en matière. Donc, l'orientation doit être une orientation purement humaine en tant que telle. Donc, savoir accueillir, savoir rassurer et fidéliser les collaborateurs, extrêmement important. Hein? Savoir aussi récompenser, motiver, bref, former, animer, être un animateur, quelqu'un qui communique aussi. Je crois que c'est important. Savoir écouter et dialoguer. Donc, ça, c'est vraiment des axes de sa mission. Donc, on est loin de l'administration du personnel seulement. Aujourd'hui, on est dans une dimension beaucoup plus ouverte, où le manager des ressources humaines, effectivement, doit être à l'écoute un peu des collaborateurs. Hein? C'est-à-dire que avoir une orientation, une approche beaucoup plus orientée vers l'homme, c'est-à-dire dans toute sa dimension, pas physique seulement, mais plus psychologique. Donc, il faut qu'il sache tenir compte de la réalité et des réactions de chacun, pour qu'il sache les motiver. Je crois que c'est important. Savoir, on va dire, récompenser l'effort, mais la récompense n'est pas une récompense. Moi, je donne un exemple. Quelque chose aujourd'hui qui s'est développé au Brésil. Hein? Euh, euh, on s'est rendu compte qu'au Brésil aujourd'hui, les vendredis après-midi, c'est un phénomène. Hein? Tous les bars, tous les restaurants sont remplis. C'est un phénomène. On s'est posé la question, mais pourquoi? Mais parce que les managers aujourd'hui, euh, à la fin pratiquement en fin de la semaine, ou bien le vendredi en général après-midi, ils ont tendance à inviter les collaborateurs pour qu'ils partagent un verre. Au départ, c'est lui qui paye, mais après, finalement, chacun paye. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le after work. C'est-à-dire qu'on invite tout le monde et ça permet à tout un chacun de se rencontrer en dehors de l'activité. Parce que souvent, aujourd'hui, je sais qu'il y a des entreprises qui organisent beaucoup de team building. C'est important parce que ça permet de renforcer l'esprit d'équipe, mais c'est sortir souvent hors du cadre professionnel. Parce qu'en sortant hors du cadre professionnel, on découvre la personne autrement que dans le milieu professionnel seulement. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Éviter donc à ne prendre en compte que la motivation, on va dire, financière. Il faut prendre en compte d'autres motivations,
hein, les motivations intellectuelles, les félicitations, hein, les repas, les cadeaux. C'est important. C'est une approche purement psychologique et ça permet de développer l'engagement de l'humain autour un peu de ces aspects. Hein. Donc aussi, toujours dans l'orientation en termes d'approche psychologique, hein, et il faut toujours aussi avoir le temps de l'écoute, savoir être disponible quand on est manager des ressources humaines, être à l'écoute des membres de son organisation, de tous les collaborateurs, et aussi être le responsable. Je pense que c'est extrêmement important parce que ça leur permet effectivement au moins d'avoir un interlocuteur, hein, pour discuter avec par rapport à des problèmes. Avoir aussi l'esprit ouvert. Bref, toutes ces orientations que nous donnons et qui permettent effectivement de développer finalement un style de management qui est approprié. Il y a différents styles, hein, on peut les citer. Le style peut être un style directif, participatif, délégatif, autoritaire, mais il faut toujours adapter le style en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Donc l'approche va être une approche qui va être une approche beaucoup plus situationnelle et qui permet effectivement de prendre en compte ces dimensions. Alors, dernier aspect ici, un manager des ressources humaines, hein, un manager tout court, doit développer aussi l'enthousiasme. Hein. Je crois que c'est important. Si vous êtes enthousiaste, si vous cultivez l'ouverture et l'enthousiasme et travaillez sur votre agilité, hein, vos qualités en matière d'innovation, je pense que l'équipe va suivre. Donc ça, je crois que c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour prendre en compte. Hein. Et quelques règles finalement que je donne. Hein, et après, je pense que le support pourra être partagé. Hein. 5 règles d'or qu'on donne en général, hein, qui permet effectivement de développer non seulement un environnement où règne une bonne qualité de vie au travail et qui permet de développer une approche psychologique beaucoup plus, on va dire, positive. Premièrement, règle numéro 1, c'est de passer du management vertical à un management beaucoup plus horizontal. Hein. Le management vertical, c'est comme si les règles sont top-down, hein. Mais ici, c'est beaucoup plus la concertation et la participation effective. Deuxièmement, savoir encourager l'intelligence collective. Hein. Seul, on peut être intelligent, mais à plusieurs, on peut être encore beaucoup plus intelligent. Hein. On peut, même quel que soit le niveau où se trouve votre collaborateur, moi je dis collaborateur, hein, je demande même aux collègues d'éviter de dire en entreprise que telle personne c'est mon élément, c'est mon élément. Le fait de dire que c'est mon élément, pour moi, c'est pas valorisant. Il faut dire que c'est un collaborateur. Et on doit accorder une écoute attentive à chaque collaborateur. C'est extrêmement important. Hein? Hein? Mettre en place donc une culture et une structure organisationnelle qui accompagne les activités que vous mettez en place. Et aussi donner aussi dynamique de groupe, encourager l'esprit d'équipe. Donc ça, je crois que c'est des choses qui sont importantes et qui permettent de développer les activités de manière générale. Hein? Et aussi, et, il y a des éléments, des qualités, hein, que l'on doit retrouver chez tous les managers. Que ça soit quelqu'un qui s'occupe de ressources humaines ou bien quelqu'un qui s'occupe de ressources matérielles ou autres. Hein. Il faut développer la confiance en soi, la confiance de soi, l'intégrité, l'enthousiasme, bref, l'empathie, la sociabilité, le courage. Et surtout, quelque chose qui est très, très actuel aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle. Savoir gérer non seulement ses émotions, mais les émotions de ses autres, de ses collaborateurs. C'est pas parce que vous vous êtes levé du mauvais pied qu'arrivé en entreprise, tout le monde doit payer. Non. Alors, il faut savoir gérer ses émotions. Je donne un exemple. J'ai assisté un jour à une scène d'un manager qui, enfin, que j'accompagnais, hein, dans le cadre d'une entreprise. Bon, c'est un exemple. Il devait faire un discours et plus de 1000 personnes l'attendaient. Mais quand on était dans le secret de son bureau, à un moment donné, il a éclaté, il s'est mis en sanglots, quoi, parce qu'il avait quelque chose qui l'avait fait mal. J'étais obligé de sortir et de refermer le bureau. Mais ce même monsieur, 10 minutes après, quand je l'ai vu s'adresser au public, j'étais content parce qu'il a su gérer ses émotions. Mais imaginez que ce même monsieur n'arrive pas à prendre en compte, à gérer ses émotions et que c'est en plein discours qu'il éclate, c'est extrêmement compliqué après. Donc, vous voyez, un bon manager doit savoir gérer ses émotions, mais surtout les émotions de ses collaborateurs, parce que c'est ça qui lui permet effectivement d'avoir, on va dire,
de la crédibilité dans ce qu'il fait tous les jours. Hein. Donc, en gros, quand on dit approche psychologique en matière de management des ressources humaines, c'est savoir aujourd'hui prendre le contexte aujourd'hui, contexte fait de crise, de société qui a complètement changé, qui a complètement évolué. Et si on ne prend pas en compte ce contexte social, évidemment, on risque de mettre en place un management qui ne prend pas en compte cette dimension. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, hein, j'ai été vraiment heureux d'être, on va dire, invité par ITTE à me prononcer sur cette thématique. Hein. Après, bon, il y a le support que je vais mettre à votre disposition, que j'ai déjà même envoyé à Madame Sec, mais qui va partager, parce que tout à l'heure, je n'ai pas projeté le bon support, mais qui vous permettra de prendre en compte. Les défis sont énormes aujourd'hui en matière de management des ressources humaines. Il y a l'approche psychologique, il y a l'approche en termes de multiculturalité. Aujourd'hui, les frontières physiques et institutionnelles ont tendance à disparaître et les sociétés ont tendance à se rapprocher. Donc, un manager doit être un anthropologue. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se cacher derrière ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. C'est-à-dire que c'est l'ouverture d'esprit, le partage, la compréhension, aller vers l'autre, prendre en compte sa dimension psychologique. C'est des aspects qui sont aujourd'hui extrêmement importants. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le laboratoire dans lequel nous sommes, nous essayons aujourd'hui de développer davantage ce rapprochement entre le management, la psychologie, le management, on va dire l'anthropologie, le management, la sociologie et toutes ces sciences humaines qui vont permettre effectivement de mettre au centre de l'activité de l'entreprise l'homme dans son entièreté. Pas seulement en tant que bras, hein, parce que dans l'univers terrien, lorsque l'individu franchissait la porte de l'organisation, il était coupé en deux. On avait uniquement besoin de ses bras pour exécuter. Rappelez-vous la fameuse formule, les cerveaux au bureau, les bras à l'atelier. Aujourd'hui, non. Quand il disait the right man on the right place, c'est qu'on avait besoin tout simplement de ces bras qui pouvaient exécuter. Alors qu'il y avait certains qui réfléchissaient ailleurs. Conception, exécution, planification, exécution. Aujourd'hui, on a besoin de l'homme dans son entièreté. C'est pourquoi la démarche et l'approche psychologique jouent un rôle fondamental. Pourquoi le niveau de stress est élevé chez les professionnels? Parce qu'effectivement, les entreprises peut-être n'ont pas été préparées à développer ce sens de l'écoute et de l'orientation. Quand on dit médecine au travail, évidemment, dans la médecine au travail, il doit y avoir un peu le psychologue qui doit écouter, qui doit donner des orientations et qui permet effectivement de mettre en avant cette dimension purement psychologique. Alors, docteur, c'est ce que je voulais partager dans un premier temps, hein, en attendant bien sûr de pouvoir en tout cas recevoir des questions. Hein. On va organiser le débat. Hein. Je vous laisse organiser le débat. En tout cas, c'est ce que je voulais partager sur le plan théorique, hein, en attendant que chacun puisse donner donc sa contribution et qu'on puisse donner des éléments de réponse par rapport un peu à cette première orientation. Merci. Bonsoir, docteur. Il a un petit souci, mais il va se reconnecter tout de suite. Ah, eh bien, j'espère qu'il m'entendait. Hein? Oui, bien sûr, Oui, j'espère je que tout crois le que monde... C'est bon, je il est vous là. ai perdu dans les dernières minutes. Parce que je ne peux pas parler dans le vide. Hein? Oui, docteur Fall. Oui, Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, docteur. J'ai pris exactement. Voilà. bonne note. Oui, docteur, c'est avec passion que Donc, nous vous avons je écouté. vous donne. Très Allô, bien. docteur? Oui, oui, je vous écoute. Hein. Voilà, disais-je que c'est avec passion que nous vous avons écouté, pris note et enregistré. Je pourrais rapidement insister sur trois points fondamentaux qui m'ont touché. Nous sommes passés de la vision, de la mission aux objectifs, Le tout n'est plus une question administrative au cœur, le comportement de l'homme en organisation, en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les ressources humaines, à la différence des autres ressources, possèdent une conscience, un cerveau, une volonté, des envies, des désirs que vous avez cités.
parce que tout simplement, le monde est devenu volatile, instable, complexe et ambigu. Que faut-il faire? Il faudrait que le manager devienne conseiller, arbitre, médiateur, négociateur, pédagogue. J'ajouterai avec votre permission andragogue parce Oui, qu'il s'adresse à bien des sûr, adultes. tout à fait. La pédagogie est pour l'enfant ce que l'andragogie est pour l'adulte. Et vous avez fait Tout à fait. mention, il y a des managers qui continuent de s'adresser à leurs employés alors que c'est plutôt à leurs collaborateurs, c'est-à-dire qui construisent, qui co-élaborent la vision, la mission avec le manager. Sous ce rapport, vous nous avez rappelé qu'il faut être réaliste, il faut être à l'écoute, ouvert, situationnel. Et vous avez cité les 5 règles d'or que sont de passer du vertical à l'horizontal, d'aller vers le vis-à-vis, d'encourager. Surtout, vous avez insisté sur l'intelligence émotionnelle, l'empathie, parce que le manager gagnerait 2 fois ou 3 fois par semaine ou par mois avec un after work autour de lui ses collaborateurs. Cela ne ferait que rendre solide dans la dimension psychologique les ressources humaines, le capital humain. Voilà, Très docteur, pour bien. vous résumer tant soit peu et demander à nos participants, nos généreux participants qui sont à l'écoute bienveillants, de poser des questions ou de Merci beaucoup. Merci Oui, beaucoup. excusez-moi, docteur, il Oui, il y a la fiche de présence qui circule au niveau de la discussion. Si tout le monde peut le renseigner. d'accord, d'accord. Alors, juste pour rappel, hein, docteur, je suis en face d'une quarantaine d'étudiants aussi, hein, qui sont là devant moi et peut-être qu'ils vont pouvoir poser des questions s'ils le souhaitent aussi, hein. Ils ne sont pas connectés, mais ils sont en face de moi. Nous sommes à 47 participants. Chers leaders, chers managers qui êtes connectés, nous vous remercions par avance. Euh, je ne vous reçois plus, hein? Je crois qu'il a un problème de connexion. Je Ouais, pense ouais, ouais. qu'il demandait s'il y avait des questions au niveau de l'assistance. Il suffit juste de Très bien. lever la main et on vous ouvre le micro. Par contre, OK. il y a d'autres questions au niveau il y a des questions au niveau de la Du chat? discussion. Hmm. Ouais, je pense Mhm. qu'il y en avait un. Quelles sont les méthodes psychologiques les plus efficaces pour prévenir le burn-out et améliorer la qualité de vie au travail dans un environnement de travail très exigeant? OK. Attendez, je vais essayer de voir si je peux. Oui, on va prendre les questions et après, on va y aller rapidement. Ou bien je réponds question par question, hein. On peut y aller? Oui, Bon, allez-y, malheureusement. c'est la seule question pour le moment au niveau du chat. Très bien, très bien. Alors, si vous avez bien suivi, j'ai beaucoup insisté sur un point, la connaissance du contexte dans lequel nous évoluons, hein. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait ce rapprochement entre le management, la gestion et des sciences sociales, hein, certaines sciences, la sociologie. D'ailleurs, même, il y a un ouvrage extrêmement célèbre qui s'appelle Le manager à l'écoute du sociologue. Il y a un autre qui s'appelle Le manager à l'écoute du psychologue, hein, parce qu'il peut lui permettre de comprendre les différentes logiques qui existent dans la société et sur lesquelles il peut s'appuyer pour pouvoir manager correctement. Même les logiques qui sont au niveau de l'organisation en tant que telle. C'est pas pour rien que oui, bon, c'est vrai qu'il y a un ouvrage extrêmement important qui parle de logique d'acteur qui s'appelle L'acteur et le système qui a été publié, je pense que c'était en 1971, hein, je ne sais plus la date en tête, mais c'était avec Crozier et Friedberg, hein, L'acteur et le système, et qui parle un peu du fonctionnement des organisations et qui peut aider les managers, hein, je crois que c'est important.
hein. Mais en termes de méthode, moi, je vais beaucoup insister sur la communication et l'échange. C'est extrêmement important parce que ça dénote un peu de l'esprit, de l'ouverture d'esprit, hein. Euh, euh, Souvent, je donne un exemple. Lorsque quelqu'un a des difficultés, a un trouble de la personnalité, et qu'on l'amène voir un psychologue, ce que le psychologue fait, en général, c'est l'écoute. Souvent même, c'est vrai que chacun d'entre nous a ces fameuses quatre zones, notre zone connue, notre zone cachée et notre zone personnelle, et ainsi de suite. Il y a des zones qu'on ne souhaite pas mettre en avant, mais euh, l'idée, c'est de permettre aux patients de parler de sa trajectoire historique, de ce qu'il a vécu. Et ça nous permet effectivement de savoir quelle a été l'origine un peu du trouble de la personnalité. Parce que souvent, certains problèmes, même que certains vivent en entreprise, vous rappelle un peu de ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. C'est parce que dès l'enfance, déjà depuis l'enfance, il y avait des problèmes qu'ils avaient vécus. Et ça, souvent, ça peut les suivre jusqu'à l'âge adulte. C'est pourquoi la dimension écoute joue un rôle fondamental. Il faut que les managers aujourd'hui développe un peu Alors, l'écoute, ça ne veut pas dire partager uniquement des informations, hein. C'est savoir aujourd'hui avoir cette ouverture d'esprit qui vous permet d'être à l'écoute de l'autre et de comprendre les problèmes. Peut-être que ce qui pose problème, c'est moins les activités que vous avez au sein de l'entreprise que peut-être ce qu'il vit à la maison. Donc, cette dimension pour vous permettre de pouvoir donner des orientations pour permettre de prendre en compte cette dimension, hein. Au-delà de ça, bien sûr, il y a un peu des outils en termes de team building qu'on utilise aujourd'hui, sortir un peu du cadre professionnel pour éviter effectivement ces problèmes de burn-out qu'on vit tout le temps en entreprise, sortir du cadre professionnel. Aux États-Unis, aujourd'hui, il y a un module qu'on enseigne dans certaines écoles, la pratique du stop, savoir s'arrêter. Mais il n'y a pas que le travail dans la vie, hein. Il faut se reposer des fois, hein. Il faut savoir dire stop, s'arrêter et prendre des vacances, se reposer aussi. Ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est des outils, c'est vraiment, il n'y a pas que le savoir gérer son temps. Il y a le temps pour le travail, hein, mais aussi il y a un temps, effectivement, pour faire autre chose, le sport, la santé, s'occuper de soi-même, hein. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important, hein. Vous voyez, il y a l'outil un peu en termes de gestion du temps, hein, euh, de la matrice d'Eisenhower, hein, savoir ce qui est urgent et important, ce qui est pas urgent, qui est ni urgent ni important qu'il faut éliminer, hein. Savoir aussi les choses qu'il faut faire en entreprise et ce qu'il faut éviter. Je crois que ça, c'est des choses qui extrêmement peuvent aider. Mais vraiment, j'insisterai sur cette dimension écoute et ouverture d'esprit qui peut permettre en tout cas de prendre en charge certains problèmes purement psychologiques au sein de l'entreprise. Merci, bien à vous. Alors, ce que je propose, puisque je pense que le docteur Pierre n'est pas connecté, je ne sais pas Si si Madame... je suis connecté, Oui, il est là. Il y a un problème de... OK. Alors, à moins que je dise à Madame Tchané de... la connexion me joue de mauvais tours. Ah oui, 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 ça arrive. Alors, je ne sais pas, en tout cas, s'il y a encore des interventions ou des questions, hein? Il y a de main levée. Il n'y a pas de main levée. Papy, y a-t-il une main levée? Il y a une question au niveau de la discussion. Mhm. C'est M. Wan. Oui, Qu'est-ce qui explique l'important taux de stress dans les entreprises? l'important taux de stress dans les entreprises. Ah oui, ça c'est... Docteur, vous avez L'important entendu, de qu'est-ce qui stress dans... explique l'important taux Non, non, alors, dans les l'important taux de entreprises? stress dans les entreprises, à deux niveaux, hein. Déjà, le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est devenu un contexte qui est extrêmement exigeant sur le plan social, au-delà même de l'entreprise, ça c'est premièrement, extrêmement exigeant. Je disais tout à l'heure qu'on vit le monde qui est devenu un monde VICA, extrêmement important à retenir, hein. VICA, volatile,
incertain, complexe et ambigu. Et ça s'applique non seulement sur le plan social, mais également en entreprise. Mais les entreprises également, il faut le dire, sont devenues extrêmement exigeantes parce que, évidemment, le marché est devenu tellement ouvert aujourd'hui qu'on vit en plein, on est dans ce qu'on appelle euh, la concurrence dans certains secteurs en tant que tel, qui fait qu'il y a une exigence des entreprises, non seulement en termes de qualité, mais en termes de quantité, en termes de production, de qualité de produit. Ce qui fait que cette pression également peut s'exercer sur les employés. Donc, vous voyez, le stress, parce que le milieu professionnel alors, peut le favoriser, mais également le milieu social en tant que tel. Alors, la réponse aujourd'hui, je disais tout à l'heure, OK, il faut savoir s'arrêter, savoir gérer son temps, mais en interne, il faut favoriser un climat de travail qui est agréable. Parce que finalement, l'individu passe plus de temps même en entreprise que chez lui. Alors, si le milieu de travail n'est pas attractif, si le milieu de travail n'est pas propice à l'évolution de l'individu, ça pose mettre en place un plan de carrière qui permet à l'individu justement de changer et d'évoluer dans le cadre de l'entreprise. Ça permet un peu de diminuer un peu le stress en tant que tel au sein de l'organisation. Mais aussi savoir s'arrêter. Je pense que c'est extrêmement important. Hein? J'ai un collègue qui me disait que ça fait 3 ans qu'il n'est pas allé à la retraite, qu'il n'est pas allé en congé. La première chose que je lui ai dit, En congé. je lui ai dit que tu es malade. Il m'a dit, mais pendant 3 ans, tu n'es pas allé en vacances, tu es malade. Il me dit, pourquoi vous me dites que vous êtes malade? Je lui ai dit, mais parce qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Donc, les exigences du monde aujourd'hui peuvent être un élément explicatif de ce taux de stress, mais également les exigences de compétitivité au sein des entreprises. Malheureusement aussi, il faut le dire, hein, quand vous travaillez avec un manager, entre guillemets, qui est un manager toxique, voilà, qui a tendance beaucoup plus à favoriser un environnement et un climat qui n'est pas agréable, finalement, ça peut augmenter aussi le taux de stress au niveau du monde de l'entreprise. Donc ça, je crois que c'est des facteurs explicatifs. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais ça, c'est des facteurs qu'on peut identifier. Hein. L'absence aussi de collaboration effective, c'est des éléments qui peuvent exactement expliquer aussi le niveau de stress qui peut être élevé au sein de certaines entreprises. Alors, docteur, avec votre permission, hein, je vous rappelle que je suis en face de mes étudiants aussi hein, qui sont là, hein, en face de moi, qui sont en train de vous écouter. Hein. Je pense que je ne sais pas s'ils ont des questions, mais Bonsoir, ils n'ont pas chers de questions, mais étudiants, bon, futurs leaders managers. On peut les écouter s'ils ont des questions. voilà, s'ils ont des questions. Bon. Oui, ça nous ferait plaisir. Bonjour, Oui, bonjour. Bonjour. voilà, moi c'est Alassane Sissoko, je suis chef du genre des ressources humaines au niveau du Haut Commissariat de l'OMS. Voilà, Et donc voilà, merci Alassane. voilà, vraiment, ça fait un réel plaisir de participer à cette formation, vraiment de qualité et une question que nous affrontons tous les jours dans le cadre de notre travail. Voilà, moi, j'ai quelques préoccupations, c'est par rapport justement à cette fonction RH qui est souvent considérée comme une fonction support, alors que le professeur docteur a tout à l'heure développé tout le contraire que nous savons, et que c'est vraiment une fonction stratégique et opérationnelle à la fois. Mais le problème que nous avons, c'est le réalignement de cette fonction par rapport au business model de nos entreprises ou de nos structures. Et souvent, les managers RH sont obligés de se battre pour faire accepter, par exemple, ces types de prise en charge de ces types qui ont été développés tout à l'heure, c'est-à-dire faire accepter à l'autorité que c'est vraiment nécessaire d'aller vers cette approche-là, n'est-ce pas, pour, 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 pour que nos personnels soient développés et que pour nos personnels adhèrent
dans la vision stratégique de nos organisations. Maintenant, ça, c'est un véritable problème. Nous, les managers en fonction RH, nous connaissons la problématique, mais souvent, c'est un peu difficile de faire accepter ça par l'autorité. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des pistes, des axes stratégiques que nous, managers RH, puissions faire pour que la direction adhère à ces stratégies qui sont très importantes. Merci. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sissoko. Alors, docteur, avec votre permission, hein, je peux répondre directement, hein. Je pense que ça, c'est une préoccupation majeure, hein. La fonction RH n'est pas, pour moi personnellement, c'est pas une fonction support réel, hein, c'est une fonction à la fois stratégique et transversale. Alors, stratégique, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je pense que dans l'élaboration et de la mise en place d'une stratégie pour n'importe quelle organisation, n'importe quelle entreprise, je veux dire, les RH c'est au cœur du métier. Parce que c'est la stratégie, ce sont les RH qui vont exécuter la stratégie qui est définie. Donc, ils d'ailleurs même participent à la mise souvent en place de la stratégie en tant que telle. Donc, voilà, et ça, c'est premièrement transversal parce que c'est une fonction qui peut à la fois d'ailleurs transversale, qui se retrouve dans les autres fonctions, je veux dire, transversale et même partagée. Hein. Et aujourd'hui, le conseil que nous donnons, évidemment, euh, c'est vraiment davantage de montrer ce rôle stratégique du management des ressources humaines dans les entreprises de manière générale. Hein, parce que c'est une fonction qui permet effectivement, tout à l'heure je le disais, et c'est la leçon qu'il faut retenir, la différence fondamentale entre l'organisation performante et l'organisation informelle réside à la qualité des ressources humaines, à leur degré de motivation. Si on n'est pas capable aujourd'hui de trouver une direction qui permet non seulement d'aller rechercher avec un défi énorme comment réduire les marges d'erreur possibles entre les profils qui sont choisis et les postes qui sont définis, comment ainsi développer et permettre effectivement par la formation aujourd'hui aux nouvelles technologies, à l'IA, à tous ces, hein, mais également comment permettre de fidéliser le personnel. Évidemment, si on ne met pas ça en avant, souvent ça peut même menacer la pérennité même de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ce qui est de plus en plus développé, même avec les fonctions RH, c'est ce qu'on appelle le knowledge management, c'est-à-dire la gestion des connaissances et des savoirs qui accompagnent même les ressources humaines en tant que telles. Comment arriver à les pérenniser, comment permettre effectivement de faire de telle sorte que les ressources humaines qui sont au cœur de tout système puissent en tout cas être gérées correctement. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand vous avez parlé d'approche quand on a parlé d'approche psychologique, j'ai dit que on comprend maintenant l'importance aujourd'hui du manager des ressources humaines, qui n'est pas seulement celui-là qui est là à recruter, à licencier, ou bien qui gère les conflits entre personnel et tout. Non, c'est quelqu'un, ou bien qui est là justement à négocier avec les syndicats et autres. Non, c'est quelqu'un qui doit avoir un autre visage. C'est quelqu'un qui doit être à la fois pédagogue et andragogue, c'est-à-dire quelqu'un qui peut donner des orientations, qui peut guider, hein, qui peut mettre en place un plan de carrière qui permet à l'individu de pouvoir évoluer tranquillement au sein de l'organisation. Et c'est un métier à part entière. Je pense que, d'ailleurs, même c'est une très grande direction hein, dans beaucoup d'entreprises, hein, évidemment, avec beaucoup de services hein, qui permettent effectivement d'accompagner l'évolution de l'entreprise, hein, de toutes les entreprises de manière générale. Oui, docteur, je vous redonne la parole. S'il y a une autre question. Alors, je pense il y a des contributions. OK. Il y a déjà deux contributions avec Fama, je pense, qui a dit, avec le degré d'exigence des entreprises, à la longue, on se sent prisonnière. Mhm. Il y a M. Wan aussi. Moi, je suis très intéressé par le bien-être en entreprise, qui est Mhm. une seconde famille, parce qu'on y passe la majeure partie de notre temps. J'ai eu à démissionner récemment d'un poste parce que je ne m'y sentais pas bien. Pas un bon Mhm. cadre de vie, la vie de bienveillance, pas, surtout. Mhm. Euh, il y a aussi Madame Awa Diop. Vous avez parlé tout à l'heure d'activités comme les afterworks.
ou encore les Mhm. team building. Quelle autre activité ou levier recommanderiez-vous pour renforcer la motivation et ou l'engagement des collaborateurs? Très bien. Je Je dirais tout continue. de suite, hein, Mhm. on va aller vers l'innovation et la créativité après. Hein. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est l'innovation qu'il faut mettre en. Alors, je vais préconiser, par exemple, le fait d'accorder une écoute individuelle aux collaborateurs. C'est pas l'écoute individuelle, c'est pas forcément l'évaluation individuelle de fin d'année. Non. C'est l'écoute des collaborateurs. Avoir je veux dire, souvent, même c'est le conseil que je donne à des amis managers. Un ami manager qui gère une entreprise que je connais très bien d'ailleurs, qui vraiment fait beaucoup de résultats quand même. Hein. Mais je lui ai dit un jour que tes collègues disent que tu ne ris jamais. Mais le monsieur, je vous assure, hein, docteur, il ne sourit jamais. J'ai dit, mais les collègues disent que tu ne souris jamais. Pourquoi tu ne souris pas? Qu'est-ce que j'ai à sourire? J'ai dit non. Il faut sourire des fois. Le matin, tu te réveilles, tu dis bon, mais quand tu apparais, les gens disparaissent. Ça ne te pose pas de problème? Normalement, quand tu apparais, les gens doivent avoir envie de travailler avec vous. C'est Il ça. m'a dit non, toi, tu me diras tout. J'ai dit non, mais c'est la réalité. L'ouverture d'esprit, l'enthousiasme, le management par la peur ou bien par la dictature, ça a disparu. Les gens ont besoin de s'ouvrir, ont besoin de... Et c'est là où effectivement tu vas encourager l'intelligence collective. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Non seulement l'écoute active, team building, autre, il peut y avoir un peu d'autres outils. Hein. C'est pourquoi je dis, il faut Docteur, je réinventer. peux vous compléter? Vous voyez, allez-y. Docteur, Oui, voilà, il allez-y, peut y allez-y. avoir aussi des programmes de reconnaissance et de Oui, valorisation. Nous avons accompagné des entreprises où on a mis en place une valorisation, c'est-à-dire célébrer individuelle et collective avec de petites récompenses, trophées internes, des mails, des attestations de félicitations ou très bien, encore des murs ou des plateformes digitales, voilà, de reconnaissance entre pairs. Il y très a bien. également ce qu'on appelle les projets transversaux et collaboratifs, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail ou des cercles d'innovation qui donnent la parole aux collaborateurs, aux salariés, afin d'organiser d'autres activités ou bien des activités d'innovation qui leur Tout plaisent, à qui fait. leur feraient plaisir, en plus des tâches quotidiennes auxquelles ils sont assignés. Enfin, l'autre Très bien. activité que ITTE fait. Mais je pense que, je ne sais pas si on a fait le tour de la question. Hein. Après, Madame Tiane me dira, parce qu'il est 16h30 presque, hein, je suis attendu sur sur une autre plateforme depuis 15 heures, mais bon, il y avait deux activités que je devais faire en même temps, trois activités. Bon, je suis un peu attendu, mais il va rester 2 minutes, le temps peut-être de permettre au docteur de clôturer. Hein. D'accord. Ah, ah. Oui, c'est ça. Docteur, si vous êtes là, on va clôturer, Pierre? Ah là là, il a un souci de connexion aujourd'hui. Hein. C'est ça, c'est ça. Sinon, ma soeur, c'était vraiment un plaisir hein, de Oui, partager c'est vraiment partagé, docteur. voilà, Le webinaire voilà, a été très intéressant avec une voilà, présentation limpide, mais aussi voilà. les Merci beaucoup. réponses aux questions ont été vraiment à la hauteur. Je vous remercie pour votre disponibilité, mais également Merci remercier beaucoup. les participants pour leur disponibilité, pour leur écoute active et également pour les échanges vraiment très intéressants. Vos étudiants également, je les remercie. Voilà, ils vous entendent. Hein? Et répondez Oui, à madame. je vous remercie, cher futur leader. Merci. Voilà, je vous partagerai le support, Inch'Allah, et puis Voilà, on vous se pouvez dit à partager. très bientôt, oui. À Mhm. très bientôt à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Au revoir.